Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Alexandre ? Eh bien écoute, moi je pars direction Lausanne parce que le canton de Vaud et notamment Nouria Gorité organisent une conférence de presse pour présenter la stratégie 2050 au niveau ferroviaire. Donc on parle de mobilité aujourd'hui, on va poser toutes les questions, notamment sur l'axe Lausanne-Genève. Qu'est-ce que le canton aimerait faire à l'horizon 2050 ? Eh bien j'y vais et puis réponse tout à l'heure. Allez le savoir, il y va en train, en voiture, et ben ça, on ne saura jamais. Chacun son choix. En plateau, on donne la parole à Romain Gomis, du côté du service de la culture de la ville de Nyon. On se pose la question, comment venir en aide aux hivernales actuellement en phase critique avec une situation financière compliquée. Et puis, on montera sur scène avec une pièce intitulée Le cœur des libellules, une pièce qui nous emmène au cœur des montagnes avec du yodel un peu particulier. On va savoir ce que c'est que cette histoire. Voilà, vous êtes bien installés. Fais voir ta région, c'est parti. Et le jeudi, on adore puisqu'on monte sur scène avec les artistes. Mais avant ça, place à l'actualité avec la vision 2050 du rail. Ce matin, Alexandre était à Lausanne pour donner la parole à la chef du département des infrastructures, alias Nouria Gorité. Madame la conseillère d'État, bonjour. Bonjour. Alors, vous présentiez ce jeudi à Lausanne la stratégie ferroviaire 2050 pour le canton de Vaud. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui résulte de cette étude et qu'est-ce qui résulte de cette stratégie que vous avez présentée ? C'est important de se doter d'une stratégie, d'une vision de ce qu'on souhaite pour le réseau ferroviaire vaudois à horizon 2050 parce qu'on doit répondre à deux objectifs qui apparaissent comme étant contradictoires. D'une part, l'impératif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et d'autre part, de répondre à des besoins de mobilité en augmentation, notamment compte tenu de la croissance démographique. Pour ça, il faut doubler la part du rail. Et pour doubler la part du rail, eh bien, il faut imaginer où il y a lieu de construire des nouvelles infrastructures. L'idée, c'est d'être suffisamment prêt tôt pour pouvoir obtenir les financements fédéraux, puisque c'est bien la Confédération qui octroiera le 80% de ses besoins. Si on veut augmenter l'offre ferroviaire et d'augmenter les cadences ferroviaires, on se rend compte que sur le réseau actuel, ça ne va pas être possible parce qu'il est déjà très saturé. Et donc, il y a lieu de construire de nouvelles infrastructures. Des infrastructures de rang national, comme par exemple une nouvelle ligne entre Lausanne et Genève, pour offrir cette redondance. Cette ligne, elle est sursaturée. On a été d'ailleurs déjà entendu, puisque au fond, cette nouvelle stratégie, elle commence déjà à se mettre en œuvre, dès lors que la Confédération a octroyé le premier tronçon, avec ce tronçon Morges-Perrois, qui va nous permettre déjà de commencer à construire cette solution. Deuxièmement, il faudra accélérer les temps de parcours en direction de Berne, avec cette nouvelle ligne Lausanne-Berne. Et puis, une accélération, bien sûr, de l'augmentation de capacité sur la ligne du Pied du Jura et sur la ligne du Simplon, qui est aussi très saturée. Et puis après, il y a tout ce qui va se déployer sur le plan régional. Qu'est-ce que vous souhaitez développer comme axes régionaux sur le tronçon Lausanne-Genève ? Alors déjà, il y aura l'augmentation des RE, des IR, et il y aura, par exemple, sur Nyon, sur la gare de Nyon, on imagine qu'à horizon 2050, il y aura un train à peu près toutes les 4 minutes. Voilà. Donc on imagine que c'est un développement très ambitieux, mais il va se déployer avec des trains à grande vitesse, des trains plus régionaux, par exemple avec un prolongement du Léman Express en direction de Gland. Il y aura évidemment tous les bypass que nous voulons créer pour éviter de saturer le nœud de Lausanne qui est déjà saturé. L'idée, c'est de créer des liaisons directes en direction de Renan, en direction de Morges, qui évidemment circuleront ensuite en direction de Genève. Et donc, on voit que cette région métropolitaine sera la grande gagnante de cette stratégie ferroviaire. Pour revenir sur cette stratégie que vous proposez aujourd'hui, Horizon 2050, ça concerne les rails. On sait que les rails sont dans les mains, en tout cas, de la Confédération. Qu'est-ce que le canton peut faire concrètement sur ces dossiers ? Alors, institutionnellement, comment ça fonctionne ? C'est de la responsabilité de la Confédération que d'investir et de mandater les CFF pour réaliser des infrastructures. Cependant, la Confédération, dans le cadre de son organisation, prévoit une sollicitation des cantons. Il a organisé ce qu'on appelle des régions de planification. C'est les cantons, en l'occurrence nous, c'est toute la Suisse romande, qui devons nous mettre d'accord pour solliciter la Confédération pour leur dire voilà les offres de transport que nous souhaiterions à cette échéance. Donc le but, c'est de convaincre la Confédération. Le plus tôt possible.
La responsabilité du canton, c'est d'imaginer les offres de transport qu'il est prêt ensuite à financer. Parce que les trains, ensuite, quand ils roulent, le canton étant co-commanditaire de l'offre, il est aussi cofinanceur de ces offres. Donc on doit s'assurer qu'évidemment les offres qu'on propose, eh bien, on est OK pour les financer. Et puis ensuite, le canton, il peut accélérer, disons, la coordination avec les communes. Ça, c'est très important parce qu'en matière de création de nouvelles lignes, ce qui importe, par exemple, ce sont des questions d'aménagement du territoire, de préservation des espaces. Donc le canton, il peut être facilitateur. Il peut être facilitateur dans le dialogue inter-entreprise de transport. Dernière question, Nouria Gorité. Aujourd'hui, on parle de la mobilité ferroviaire, on parle des trains, mais on sait que cette année 2024 va être marquée par ce débat aussi autour d'une 3e voie d'autoroute sur l'axe Lausanne-Genève. Sur cette question-là, quel est le positionnement du canton ? Le canton de Vaud a toujours dit qu'il n'était pas opposé à cette extension, mais que la priorité devait être donnée au rail. Et que si cette extension se réalise, elle ne se réalise pas au détriment de, par exemple, la nouvelle ligne ferroviaire, ce qui aujourd'hui encore n'est pas complètement acté et garanti. Donc nous resterons très attentifs au fait de dire que si des développements doivent se faire, ceux-ci ne doivent pas entraver le développement de la réalisation des infrastructures du rail, parce que comme on l'a démontré par cette vision stratégique que nous présentons aujourd'hui, les besoins sont en très forte croissance à horizon 2050, puisque nous attendons sur notamment cette ligne une croissance du trafic ferroviaire de plus de 90% pour les gens et de plus de 45% pour les marchandises. Et donc on se rend bien compte qu'on aura vraiment besoin de réaliser ces infrastructures. Donc si je résume, OK pour les voitures, OK pour les trains, mais priorité aux trains. Oui. Merci beaucoup Nouria Gorité, très belle journée. À vous également, très belle journée, au revoir. Toujours en lien avec l'actualité, mais cette fois-ci du côté de la culture. Les hivernales ont annoncé réduire leur format pour cette édition qui aura lieu du 29 au 3 mars. Le comité a choisi de revoir la copie avec notamment une programmation réduite, plus petite et l'annulation des concerts à la salle communale. Toutes ces décisions découlent d'une réorganisation profonde à l'interne après plusieurs départs des membres de l'association et une situation financière compliquée aujourd'hui pour le festival. Le service de la culture de la ville de Nyon accompagne aujourd'hui ces bénévoles. Quel est son rôle, mais surtout de quel soutien est-ce qu'il s'agit? Nous avons donné la parole à Romain Gomis, adjoint aux affaires culturelles de la ville ce matin. Romain Gomis, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au service culturel pour la ville de Nyon. Aujourd'hui, on vient vous parler de la situation des hivernales, une situation qui nous semble compliquée. Comment est-ce que vous la définissez ? Alors les hivernales, effectivement, vivent un petit moment difficile comme il en arrive régulièrement dans la vie des associations. Suite à beaucoup de changements dans leur structure associative, dans leur comité, etc. Et puis il y a une édition 2023 qui a été un peu compliquée financièrement. Donc là, ils vivent une période compliquée qui fait qu'ils nous ont sollicité pour un accompagnement, pour voir la suite avec eux et puis voir de quelle manière on pouvait les soutenir au mieux. Alors on va parler de cet accompagnement, comprendre quel est le rôle de la ville de Nyon aujourd'hui dans cette situation-là. Mais est-ce que la ville de Nyon est inquiète pour le festival ? Est-ce qu'elle se dit, tiens, c'est peut-être la dernière édition des hivernales ? Non, je pense pas. Il faut qu'on soit optimiste. Et puis des crises comme ça, comme je vous le disais, c'est assez habituel dans le milieu de la culture, à certaines étapes de vie d'associations. Donc non, je pense pas que le festival est en péril, mais il y a une situation à laquelle ils sont confrontés. Et puis à laquelle nous, ville, on doit être attentifs parce que c'est un événement qu'on aime et qu'on soutient. La municipalité, la ville de Nyon, souhaite que les hivernales puissent continuer à perdurer. Et donc ça implique comment on peut les aider, autant par des soutiens financiers que de faciliter certaines démarches, etc. Et puis avec notre expertise aussi, leur donner des recommandations pour envisager la suite, quoi. Mais la ville c'est pas la ville qui organise le festival, c'est l'association. Là, le rôle est très clair, on ne va pas s'immiscer dans l'organisation ou dans la gouvernance. Par contre, on est disponible et s'ils nous font des demandes, on va être là et on va leur ouvrir la porte pour les aider au mieux.
Alors pour le contexte, les hivernales ont choisi de maintenir leur édition, mais sous un format réduit. Par exemple, à la salle du côté de Pertan, il n'y aura pas de concert. Également, un nombre de journées du festival qui sera réduit. Vous avez parlé tout à l'heure de ce rôle d'accompagnant de la ville de Nyon, avec peut-être aussi des soutiens financiers. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui pour les accompagner et pour les aider ? À la base, l'édition 2024 devait être plus ou moins normale, avec 2-3 choses revisitées par rapport à 2023. Et puis la ville avait garanti la subvention habituelle. Et puis on avait même dit, voilà, si vous devez revoir certaines prestations un petit peu à la baisse, nous on vous maintient quand même la subvention qui était prévue, quoi. De 30 000 francs. Exactement, c'est 30 000 francs la subvention habituelle qu'on donnait ces dernières éditions. Maintenant, on leur a dit, voilà, s'il y a des changements, etc., et que l'édition devait être revue vraiment à la baisse, ou qu'il y avait d'autres choses qui venaient en jeu, là, il faut qu'on rediscute et qu'on voit ce qui se passe. Et effectivement, à la fin de l'année, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, voilà, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire le projet qu'on envisageait, qui était quand même, où il y avait la salle communale, etc. Plus ou moins une édition habituelle, mais avec un soir de moins à la salle communale par rapport à d'habitude. Voilà, c'était un peu ça le plan, grosso modo. On va pas pouvoir faire ça, on est trop dans le rouge. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous pouvez nous aider, etc. Donc là, on a commencé à discuter. Ils sont venus avec une idée d'édition restreinte, avec les lieux partenaires principaux qui sont autonomes, l'usine à gaz, la parenthèse notamment. Il y a aussi le Backstage Pub à Gland, et puis le Décor Penché à Nyon. Et voilà, et on leur a dit, voilà, qu'est-ce qu'il vous faut comme argent pour maintenir cette édition ultra restreinte, parce que pour nous c'est important qu'il se passe quand même quelque chose, quoi. Et donc là ils nous ont dit, ils nous ont fait un budget, ils nous ont dit, voilà, là il nous faudrait tant, et puis ça s'est accordé sur une subvention de 5 000 francs qu'on leur a versé. Ça peut paraître surprenant parce que vous nous dites que la ville de Nyon souhaite aider ce festival et qu'aujourd'hui, finalement, il se retrouve avec une subvention qui est réduite alors qu'il est en période de crise. Alors, c'est de l'argent public. Et puis, nous, on ne peut pas juste distribuer une subvention qui sert uniquement à éponger des dettes ou dont on ne sait pas comment elle va être utilisée. On est garant de ça, c'est notre job de service public. Donc c'était sûr qu'on n'allait pas leur donner 30 000 francs s'ils allaient faire une édition qui en coûtait le tiers. Donc ce qui n'empêche pas que si tout d'un coup il y a encore d'autres complications, là l'idée c'était de voir comment on peut aider à financer l'édition 2024. Si après il y a d'autres complications, des problèmes de liquidité ou autres qui concernent aussi d'autres choses que cette édition-là, la porte elle est toujours ouverte pour qu'ils viennent puis qu'ils disent, voilà, on a encore tant de factures à payer, ça va être compliqué, comment vous pouvez nous aider? Puis là on peut encore discuter. Là les 5 000 francs c'est pour l'édition restreinte de 2024. Pour le reste on rediscutera, puis c'est sûr qu'on va être amené à discuter régulièrement avec les hivernales ces prochaines semaines, ces prochains mois. Oui. Et ça, notamment, c'est des décisions politiques. Vous travaillez en lien avec votre municipal, Alexandre Démétriades, qui avait d'ailleurs aidé le sport et le BBC Nyon en situation de crise. J'imagine que vous, en tant qu'adjoint aux affaires culturelles, vous espérez que finalement, on aide aussi la culture, j'imagine. C'est clair. La culture, c'est tellement important pour la vie d'une ville, pour la vie de la population générale. On l'a bien vu pendant le Covid, quoi. Pour moi, c'est un bien essentiel, c'est pas juste un bien accessoire, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, on a besoin de ça. Donc évidemment qu'il faut mettre tous les moyens possibles pour aider les acteurs culturels qui sont dans des situations difficiles, quoi. Et puis on donnera évidemment la parole aux organisateurs des hivernales en plateau. Romain Gomis, merci beaucoup d'avoir été avec nous, excellente journée à vous. Pas de souci, merci à vous, bonne journée. Allez, place à la fête, on monte sur scène avec notamment quelques recommandations pour le week-end, place au bon plan. Et pour commencer ce week-end, je vous propose un petit peu de littérature en soutenant notamment les écrivains de notre région et de chez nous, alias Patrick Boux, ancien conseiller communal, qui nous présente Le Cygne Noir, un thriller captivant qui avait vu juste et loin sous fond de science-fiction de sa plume sanglante. L'écrivain questionne aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais aussi les évolutions technologiques. Un ouvrage disponible sur Amazon. Voilà, à présent, musique, place notamment au concert annuel
traditionnelle de la fanfare municipale de Rolle, à écouter les 27 et 28 janvier du côté de la grande salle des Sertines sur Rolle, des champions. Et oui, puisque l'année dernière, ils avaient été sacrés lors de la fête cantonale des musiques vaudoises. Voilà, de jolis concerts. On garde le rythme, cette fois-ci en musique, du côté de la parenthèse à Nyon, le 27 janvier, avec un concert proposé par l'artiste La Frange, qui remonte dans ses souvenirs d'enfance, avec notamment des musiques qui questionnent l'amour, l'amitié et les émotions. Beaucoup de romantisme. Et enfin, du côté de Gland, au théâtre de Grandchamp, à voir le 27 janvier à 11h et 17h, place à la pièce Le Cœur des libellules, qui met en scène notamment et qui nous emmène au cœur des montagnes et qui constitue notamment l'amitié là aussi. Sur scène et avec nous ici sur le plateau, deux artistes, Martine Corbat et Sophie Solo. Bonjour mesdames, je vous en prie, venez me rejoindre sur le plateau, on est ravis de vous avoir. Bonjour, comment vous allez ? Très bien, merci. Bonjour Sophie, bienvenue, prenez place seulement. On va parler avec vous de cette pièce et vous venez d'ailleurs de finir une représentation pour les écoles, c'est un peu particulier, hein, oui, un public spécial. Il était comment ce public ? Ah, il était formidable. Ouais, 150 enfants magnifiques, à l'écoute, plein d'émotions. Ça fait toujours un peu peur, non ? Parce qu'on ne sait jamais comment les enfants vont réagir dans les salles de spectacle. C'est un public particulier. Oui, non, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est un beau public quand on raconte des histoires pour eux. Ouais. Alors c'est vrai que c'est peut-être une façon aussi de montrer et finalement de présenter de l'art aux enfants avec ce spectacle qui allie finalement chansons, marionnettes, musique, intitulé Le Cœur des libellules, dont on voit justement ici quelques images. Comment il est né ce spectacle, Martine ? Je suis une grande fan de Corinne Aby depuis mon plus jeune âge. Je connaissais plutôt les nouvelles pour adultes parce qu'elle en a beaucoup écrites. Et puis, je connaissais très peu les nouvelles pour le jeune public, mais elle a beaucoup écrit, beaucoup. Et quand j'ai eu des enfants, je suis tombée sur des œuvres, notamment La Petite danseuse et la marionnette, qui était rééditée. Et je l'ai lu à mes enfants et ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être une idée de spectacle. Ouais, qu'est-ce qui vous plaît dans son univers ? Alors, c'est une écrivaine valaisanne qui a pas mal de liens aussi avec Sophie, peut-être, on va en parler d'ici quelques instants. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans ces textes, finalement, de Corinne ? On est dans des contes philosophiques, donc dans une profondeur par rapport aux thématiques qui sont dévoilées, par rapport à l'amour, à l'amitié, à la femme, aux rencontres. Et il y a quelque chose qui est traité avec philosophie, mais avec poésie. Je dirais aussi, puisque Sophie est là avec moi, aussi en musique, parce qu'elle a beaucoup écrit de poésie et elle aimait la musique, elle aimait le monde des petites choses, de l'orfèvrerie, et je me disais... Une musique un peu en dentelle aussi, mais peut-être dentelle. que vous allez nous en parler, Sophie, avec votre univers. Vous êtes chanteuse, notamment chanteuse de yodel, mais attention, un yodel particulier, c'est un peu votre yodel à vous, vous m'avez dit. Disons qu'il n'est pas très catholique, quoi. J'ai jamais appris, depuis toute petite, j'ai le souvenir de yodeler. Voilà, donc je le fais à ma façon, mais c'est pas tout à fait dans les règles de l'art. Voilà. Mais sinon, oui, je suis chanteuse, musicienne, guitariste, multi-instrumentiste. Et Martine m'a demandé en effet de yodeler dans ce spectacle, voilà, donc c'était une demande forte de sa part. Ouais. Et vous avez une approche avec la musique qui est aussi, bien à vous, quelque chose de viscéral. Vous aimez prendre des instruments, les réadapter, les créer à votre sauce. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce spectacle ? En fait, déjà, il faut savoir que je suis autodidacte, hein, j'ai jamais fait d'école. Donc voilà, c'est cette façon-là que j'aborde les instruments sans études, à ma façon. Et puis en effet, j'ai construit quelques instruments qui n'ont pas forcément été tous retenus. Par exemple, c'est lequel qu'on allait se trouver ? J'étais assez attachée au gourdaphone. Gourdaphone, qu'est-ce que c'est ? C'était des gourdes attachées entre elles avec différents niveaux d'eau, puis qui faisaient vraiment un très beau son de cloche. Donc je pouvais faire des notes et justement au départ je yodelais avec, je faisais un accord puis je yodelais par-dessus. Bon. Mais c'était pas très sonore, donc on a finalement choisi des cloches. J'ai construit une batterie avec des boîtes de conserve. Ça, on a gardé.
Ça, on a gardé, qui fait un peu écho aussi avec une des marionnettes dans le spectacle, qui est aussi construite en boîte de conserve. Le chevalier. Ouais. Le chevalier, voilà. L'approche qu'elle a justement de la musique, Sophie, qu'est-ce que ça a apporté au spectacle selon vous, Martine ? Énormément. Déjà, le fait qu'elle soit là sur scène, en live, et que ce ne soit pas de la musique enregistrée, ça change énormément. Et puis après, on a constitué avec elle tout un attirail de bruitage, de choses et d'autres, d'objets. Ça, c'est génial en tant qu'artiste, non ? Finalement, c'est vraiment la boîte de théâtre comme une boîte d'expérimentation. C'était vraiment le but de travailler ensemble sur toute la création et de pouvoir amener le son exact à tel moment, à certains moments comme ça qui étaient demandés. On a cherché, elle a cherché, et puis après on a décidé ce qui était le plus adéquat en fait, et le plus sonore, le plus musical, Bien sûr qu'il y a des chansons aussi. Ouais. Un petit mot aussi sur les marionnettes, qui sont évidemment des personnages à fil qui voltigent durant tout le spectacle. Les marionnettes, soit on adore, soit on déteste. C'est quoi peut-être l'a priori qu'on peut avoir derrière ces objets, selon vous, mesdames ? Tu veux que je réponde ? Tu as un a priori, toi, Sophie ? Non, mais moi, moi, je découvre ce monde-là. Hein. Tout ce travail, c'est une découverte pour moi, et une heureuse découverte, vraiment. Mais je ne connais pas le monde des marionnettes. Donc, je pense qu'on se dit que c'est pour les gamins. On a peut-être des stéréotypes dans la tête avec le théâtre Guignol ou des choses comme ça, qu'on a connues enfant, peut-être. Moi, je pense que c'est peut-être comme le conte aussi. Où il y a peut-être on a peut-être un a priori sur des choses un peu gnangnan. Voilà, et puis nous, on a une approche qui n'a rien à voir. Comment est-ce que vous les travaillez, vous, ces marionnettes ? Alors, déjà, quand j'imagine le spectacle, je n'imagine pas que la marionnette, j'imagine la musique, le théâtre, le costume, l'aspect visuel. Donc tout ça fait partie de l'univers. Donc c'est pas que de la marionnette. Après, bien sûr, on travaille sur cette marionnette à fil-là, parce que c'était vraiment adéquat pour Corinne Aby, pour ces contes-là. Après, c'est un travail de longue haleine autour du fil. Donc, je me suis approchée de Yangali Kolbrenner, qui est dessinatrice, qui a dessiné toutes les marionnettes. Et ensuite, c'est un sculpteur de marionnettes qui a sculpté dans le tilleul, donc dans du bois, et qui nous a fabriqué les personnages qu'on voit ici, l'Amazone, l'araignée, et il y a la petite danseuse, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'artistes, artisans, avant de démarrer les répétitions avec les marionnettes dans les mains. Et tout ça, c'est à voir au Théâtre de Grand-Champ. Ça s'appelle Le Cœur des Libellules, à voir ce samedi 27 janvier. La date est juste, 27 janvier, on ne dit pas de bêtises. À voir du côté du théâtre. Samedi. Ouais, samedi 27 janvier, c'est le dernier mot. À voir au Théâtre de Grand-Champ. Sophie, Martine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Plein d'autres recommandations, c'est celle de nos invités qui ont passé ici sur ce plateau avec leur kiff culturel. On les écoute. Alors moi, mon kiff, c'est le film L'Everest. Alors mon kiff, c'est le cinéma. Le 9 décembre 2023, j'ai assisté à la pièce de théâtre Le Consentement, qui est une adaptation du livre de Vanessa Springora qui porte le même nom. Pourquoi l'Everest ? Je pense que c'est quelque chose qui me ressemble assez, dans le sens où c'est beaucoup du dépassement de soi. Et puis moi, j'adore ça, donc je dirais pour ça. J'ai un kiff grave, j'aime le cinéma de Pedro Almodóvar et je me réjouis de son prochain film qui sera tourné à New York. Qui permettait de mettre en scène à la fois la vie de l'auteur, Vanessa Springora, qui à l'âge de 14 ans a entretenu une relation sexuelle et amoureuse avec un écrivain de renom de 50 ans. Et derrière cette histoire se pose la question de la liberté sexuelle et du consentement dans notre société. J'adore nager, donc je pense que je vais en rester là, mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant et c'est fou ce qu'ils font. Parce qu'il a un cinéma excentrique. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une passion pour l'Espagne depuis toute petite. Je me suis même lancée dans la langue. Mais ça me touche, son cinéma où il y a beaucoup de personnages féminins et puis qui pose des questions existentielles sous une forme comique. Et voilà de quoi peut-être faire votre choix à la maison pour ce week-end aussi. Quant à nous, on se retrouve à partir de lundi. Belle suite de programme.
Et ben voilà, une semaine de plus qui se termine. Alexandre, on a appris plein de choses. Ben oui, les trains en 2050 dans le canton Andréa, 90% d'utilisateurs de plus, c'est ce que nous a dit Nouria Gorité aujourd'hui. Et puis doubler le tronçon Lausanne-Genève, doubler les rails, c'est le projet. Et puis un train toutes les 4 minutes à Nyon, t'imagines Andrea ? Ouais, bah, vous l'aurez compris, la mobilité est un dossier important pour le district de Nyon. On en parlera notamment la semaine prochaine avec les conséquences notamment pour Perrois. Cette semaine, on a parlé de la vignette, nouvelle version, vignette électronique ou autocollante. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour faire votre choix. On vous donne toutes les bonnes astuces en plateau. Alors, on a même montré justement comment on contrôlait cette e-vignette en douane. On a parlé sport. Lundi aussi, je recevais le HC Forward Marche justement qui se dirige petit à petit vers les playoffs. On a eu des nouvelles. Apparemment, ça se joue à un cheveu. Là, ça va se jouer ce week-end. On va voir si le Forward Marche pourra affronter Prilly ou pas en playoff. Et réponse lundi. Et puis on a parlé du sport au féminin puisque c'était la journée internationale du sport au féminin avec Flavie Capozzi qu'on a mis à l'honneur puisqu'elle est enceinte. Est-ce que ou non elle va continuer sa carrière sportive ? Eh bien on en a parlé en plateau. Voilà pour cette semaine. On les pose là, Alexandre. Mais oui, voilà. C'est fait. Bon week-end. Ciao, ciao.